J'aimerais qu'on commence par contre avec Monsieur Munich, Arnold Munich, pour qu'on discute un petit peu de ces questions de territoire et d'accès à la santé de manière générale. Vous êtes généticien, pédiatre, vous avez été pionnier à Necker, hôpital pour les enfants malades. Vous avez vraiment travaillé sur cette question de l'accès à la santé au travers des différents territoires. Et vous parlez justement de ces inégalités qui existent même en Île-de-France. La parole est à vous. Merci beaucoup. Merci de nous donner la parole. Merci de me donner la possibilité de parler d'un IHU. C'est un institut hospitalo-universitaire. Ce sont des super CHU créés par Valérie Pécresse lorsqu'elle était ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche du gouvernement Fillon, à l'initiative de Nicolas Sarkozy. Les IHU, en particulier l'IHU Imagine, comme l'Institut du cerveau et de la moelle dans un autre domaine, sont des centres de soins, de recherche, d'enseignement et de valorisation. Ils ont été abondés par le grand emprunt, en contrepartie de quoi nous créons de la valeur, de la croissance, de l'emploi, de la prospérité. Mais un des défis qui nous tient le plus à cœur, c'est la vocation à rayonner. Il ne s'agit pas de rester dans un ghetto d'intellectuels, mais au contraire de profiter de tout ce savoir au bénéfice du plus grand nombre. Et c'est là que les professionnels que nous sommes rencontreront des difficultés en Île-de-France, car pour des raisons multiples, l'exclusion médicale, on la connaît aussi en Île-de-France. Alors, ce n'est pas seulement une exclusion géographique. La ligne 13, elle passe ici à quelques centaines de mètres, et à l'autre bout de la ligne, on sort à l'hôpital Necker Enfants Malades. Donc, ce n'est pas une question d'exclusion géographique. C'est plus une question d'exclusion linguistique, culturelle et, je dirais, psychologique. Et je voudrais vous dire qu'il y a un mur de verre, malgré toutes les bonnes intentions, malgré les efforts considérables menés par la région Île-de-France pour partager le progrès, eh bien, on constate qu'en Île-de-France, le progrès médical ne percole pas, ne diffuse pas. Je prends deux exemples et je ne serai pas trop bavard. Deux exemples qui me touchent beaucoup, puisqu'ils concernent un très grand nombre de Françaises, de Franciliennes et de Franciliens. C'est la première maladie génétique en Île-de-France, c'est ce qu'on appelle la drépanocytose. Aujourd'hui, elle est 13 fois plus fréquente que la mucoviscidose, pour des raisons liées à l'immigration en région Île-de-France. 13 fois plus, c'est considérable. On fait aujourd'hui le dépistage néonatal de la drépanocytose. Donc les enfants malades sont dépistés, on les convoque. Mais on dépiste aussi les porteurs sains, qui présentent quelques risques et dont les parents peuvent avoir à leur tour des enfants malades, si l'autre parent est porteur aussi. Donc on écrit des courriers incompréhensibles à des gens qui le plus souvent ne le reçoivent pas, ou quand ils le reçoivent, le mettent au panier. Donc on a en fait, quand on veut partager une information importante avec des personnes issues de l'immigration, qu'il s'agisse de Maghreb, qu'il s'agisse de l'Afrique de l'Ouest, ou des pays des dom-tom comme les Antilles ou la Réunion, on rencontre un problème qui n'est pas médical et scientifique, mais qui est d'accès aux populations en Île-de-France. Et donc, on s'est mis, avec l'aide de l'Île-de-France, à utiliser d'autres vecteurs que le courrier et la boîte aux lettres, souvent fracturés. On a utilisé le SMS. Et alors qu'on avait 8% de rendement de l'appel de ces familles pour venir consulter, on est passé avec les vecteurs nouveaux à 45% de réponse. Donc, c'est à nous de nous mettre à la portée de nos concitoyennes et concitoyens d'Île-de-France. C'est un effort qui n'a rien de louable, c'est notre devoir. Ce n'est pas de la grande science, ce n'est pas de la grande médecine, c'est de la simple humanité. Même chose, à 200 mètres d'ici, il y a un hôpital de jour pour enfants autistes, où je vais régulièrement, car nous considérons que c'est plutôt à nous d'aller vers les enfants victimes de l'exclusion qu'à leur imposer de venir à Necker. Donc c'est nous qui venons dans les lieux de vie, dans les instituts médico-éducatifs et l'hôpital de jour d'Île-de-France, auprès de ces enfants. Et mesdames et messieurs, il faut bien que je vous dise qu'en 2020, je rencontre à peu près la moitié de dossiers médicaux d'enfants autistes vides. Ils n'ont jamais été vus convenablement par quiconque. Pas de diagnostic, pas de prise en charge, pas de projet thérapeutique. L'exclusion, elle est à notre porte. Elle est là, en Île-de-France. Et donc je crois que c'est un défi majeur. À quoi bon le progrès si c'est pour quelques-uns? Le vrai progrès,
c'est le partage du progrès. Merci. Merci. On peut l'applaudir sur ces paroles de la fin, le partage du progrès. Je vais tout de suite permettre à M. Collet de rebondir sur vos propos, sur cette question de ce partage du progrès, de ce partage de cet accès de ce service médical. Aussi, n'hésitez pas, M. Collet, vous êtes président du LEM, les entreprises du médicament, de parler peut-être de quelques enjeux de relocalisation ou de production, bioproduction, plus en lien aussi avec les questions environnementales, si c'est dans vos propos. Cela nous permet aussi d'adresser cette question indirectement, au moins, aux questions d'environnement. Monsieur Collet, merci d'être avec nous. N'hésitez pas à présenter aussi le LEM pour que nous soyons tous très bien informés sur son activité. Et prenez votre temps, surtout, nous l'avons. Merci beaucoup. Alors, en 2 mots, le LEM regroupe l'ensemble des entreprises du médicament en France. Ce sont à peu près un peu moins de 300 entreprises, ça représente à peu près 100 000 collaborateurs qui ont pour caractéristique d'être et en Île-de-France, mais également beaucoup en région Île-de-France, mais également beaucoup en région, à travers leurs différents métiers dont on parlera peut-être. Et n'hésitez pas à garder le micro proche de vous, parce que le masque, oui. Malheureusement... Non, oui, ok. Oui. Le temps que je parle. Avec plein de médecins sur scène, je ne vais pas leur faire la morale sur comment Et juste un chiffre que souvent on ignore, c'est que 75% des entreprises du médicament ont moins de 50 salariés. Donc le tissu des entreprises du médicament n'est pas fait que des big pharma dont on parle beaucoup. Alors effectivement, je suis absolument d'accord, je ne retirerai pas un mot à ce qui vient d'être dit sur le fait que le vrai progrès, c'est le progrès lorsqu'il est partagé, qu'il est rendu accessible. Et de ce point de vue, la crise que nous venons de vivre, elle a été extraordinaire, elle a fonctionné comme un formidable révélateur de nos faiblesses quelquefois, certaines de ces faiblesses que nous connaissions déjà, on va y revenir, mais également révélateur de nos forces. Et nous avons des forces qui sont importantes. Cette crise a révélé l'énorme capacité d'adaptation. La crise a commencé en se disant on ne sera pas capable de fournir les médicaments parce qu'une grande part d'entre elles sont fabriquées à l'étranger. Finalement, ça a tenu, y compris quelquefois, ça a tenu quelquefois très peu de choses, mais finalement ça a tenu. La crise, elle a été révélatrice de capacités d'adaptation extraordinaires. Je pense à ce qui s'est fait dans le domaine du digital, que tout au long de la chaîne, à commencer par les médecins, puis les patients, et puis bien entendu les entreprises. La crise, elle a été révélatrice également de la mobilisation sur un certain nombre de sujets tout à fait sans précédent. Maintenant, la crise, elle a aussi révélé des faiblesses que nous connaissions. Et je voudrais en prendre peut-être 2 ou 3. La première, c'est qu'elle a révélé au grand jour effectivement cette dépendance que nous avons sur un certain nombre de traitements, et des traitements importants, des traitements matures, mais également des traitements innovants par rapport à l'étranger. Et du fait que nous avons perdu en compétitivité sur un certain nombre de sujets. Vous évoquiez, la vidéo évoquait le fait que nous étions 4e fabricant de médicaments, manufactureur de médicaments. Aujourd'hui, nous étions premiers en 2008. Nous étions premiers en essais cliniques en 2008. Nous sommes 4e européens dans ce domaine-là. Et on sait à quel point les essais cliniques sont aussi pour les patients une condition d'accès aux traitements innovants. En parallèle, la crise a révélé aussi que si nous avons réagi quelquefois avec des process qui étaient quand même très, très ad hoc. Et nous manquions de procédures d'urgence, comme on peut en connaître dans certains environnements, un peu plus formalisées. Puis la crise, elle a révélé, on le sait beaucoup, on en parle beaucoup pour le moment, mais à quel point l'Europe était inadaptée pour apporter les réponses qu'il fallait. Alors dans ce cadre-là, justement, le LEM a fait une enquête récemment, a fait un travail, a demandé un travail à un cabinet externe, parce que nous pensions que la crise était également faite d'opportunités. Et on s'est dit qu'il était nécessaire de demander à quelqu'un qui nous observe de l'extérieur plutôt que nous-mêmes de faire un bilan de cette situation. Et donc c'est le cabinet Attic-Arnay qui a publié un rapport qui vient d'être présenté, qui est passionnant, dont je retire 2 éléments pour cet après-midi. Le premier, c'est la question, effectivement, on pourrait parler, plutôt que d'indépendance sanitaire, qui a quelquefois qui est mal comprise, mais d'autonomie stratégique. Et ce sujet-là est essentiel et pose à la fois la question de tout ce qui peut être fait pour que chaque patient bénéficie en toutes circonstances des traitements dont il a besoin, des traitements les plus matures. Et nous savons que sur les produits matures, nous dépendons beaucoup de l'étranger. Or, c'est notre industrie est principalement positionnée sur ces produits-là.
mais également que nous sommes dépendants sur les produits innovants. Et donc une question d'attractivité. Et puis le deuxième sujet qui est abordé dans ce rapport, qui est intéressant et qui rejoint le propos de la journée, qui est celui de ce qui peut être fait sur un plan environnemental et sur un plan d'économie circulaire. Et c'est un sujet sur lequel nous sommes déjà positionnés, mais sur lequel nous sommes conscients, entreprises du médicament, qu'il y a beaucoup à faire encore. Donc je vais m'arrêter là, mais sur ces deux sujets-là, ce sont deux sujets sur lesquels la région joue un rôle. Le premier, parce que et singulièrement la région Île-de-France. Le premier, parce que quand il s'agit d'attractivité de l'écosystème de santé, il faut bien avoir en tête qu'on parle beaucoup d'industrie, mais ce n'est pas que de la fabrication. Ça commence avec les conditions de la recherche, ça continue avec les conditions du développement clinique, ça continue avec la fabrication, puis ça continue avec les questions d'accès que vous venez d'aborder également. Et donc c'est la cohérence de cette chaîne. Or la région, et la région Île-de-France en particulier, a beaucoup à apporter par l'écosystème en matière clinique, en matière hospitalière, en matière scientifique, en matière de recherche, en matière d'enseignement, et également sur un certain nombre de sujets de pointe en matière de fabrication. Et puis le deuxième sujet, c'est évidemment le sujet des conditions je dirais environnementales, mais je pense que nous allons en reparler dans la suite du débat. Merci, Monsieur Collet. Vous faites on peut l'applaudir, on peut le remercier de son intervention. Oui, vous me permettez de faire cette transition de manière très facile. Je vais me tourner vers Monsieur Mouton, Franck Mouton, qui est président de France Biotech, pour qu'on continue sur cette question de la production ici en France ou en Europe, et aussi rajouter, ça peut être la deuxième partie de votre intervention, je sais que nous en avons discuté, de appréhender les questions climatiques, les risques sanitaires liés au changement climatique, liés aussi à diverses pollutions. Et ça va nous permettre d'ouvrir toutes ces séquences avec Madame Lise Raoult et Monsieur Sicola juste après aussi. Donc merci d'être avec nous, Monsieur Mouton. France Biotech aussi, peut-être un rappel de ce que c'est. Et prenez votre temps aussi. Merci beaucoup pour votre accueil. Donc France Biotech a plus de 20 ans maintenant. C'est une association qui fédère les entreprises innovantes en santé. Vous avez sur l'ensemble du territoire français, et en lien avec les différents pôles de compétitivité en santé, vous avez environ 1700 entreprises qui innovent en santé, que ce soit dans le domaine du médicament, avec donc les biotech. Vous avez environ 700 entreprises du dispositif médical et environ 200 entreprises de e-santé vraiment dédiées à l'optimisation des parcours de soins. Donc France Biotech anime cet écosystème dans deux dimensions. Une dimension qui est sur le versant entrepreneur, d'alimenter l'ensemble de nos entrepreneurs d'informations qui auraient un impact sur leur compétitivité et leur attractivité. Et à l'inverse, être aussi force de proposition vis-à-vis des pouvoirs publics pour faire en sorte que cet écosystème, que cette filière soit la plus efficiente. Donc sur le premier sujet, qui est effectivement en quoi l'innovation peut contribuer à ces aspects de relocalisation, de réindustrialisation et de réduction de l'impact climatique de ce secteur d'activité. Nous, évidemment, on est au centre de ces sujets-là. Vous avez eu en France un grand défi bioproduction qui est en train de se mettre en place. D'ailleurs, le pôle de compétitivité Médicène est fortement impliqué dans ce dispositif et dans cette démarche. L'enjeu, c'est de miser sur l'innovation. Vous avez vu, une des premières slides qui a été présentée montrait effectivement d'où venaient les produits, la Chine et l'Inde. Aujourd'hui, même en termes de bioproduction, il est difficile de rivaliser avec des structures qui ont des coûts de production qui sont infiniment plus faibles que les nôtres, compte tenu des coûts salariaux, etc. Et donc, le pari qui est fait, et évidemment, on y contribue, c'est de dire qu'en innovant, on est capable de considérablement modifier les rendements de la bioproduction d'un facteur 10 à 100. C'est ça l'ambition. Pour deux choses, faire en sorte effectivement que ce soit relocalisé sur le territoire en étant attractif sur le plan de l'innovation. Et l'autre dimension, c'est aussi la pérennisation de notre système de soins.
Parce que notre système de soins, et le professeur Munich le sait mieux que personne ici, sur les maladies rares, par exemple, de faire le choix d'un certain nombre de médicaments qui peuvent être extrêmement coûteux parce que justement, aujourd'hui, les dispositions pour produire ces médicaments coûtent extrêmement cher, avec en plus aujourd'hui une vision de la médecine de précision et la médecine personnalisée qui conduit aussi à des coûts extrêmement élevés pour fabriquer ces médicaments et les concevoir. Et donc aujourd'hui, et Frédéric l'a dit sur le fait qu'il fallait qu'absolument tous les patients aient accès à toutes les innovations médicales. Et donc pour ça, la solution, c'est à travers l'innovation de pouvoir abaisser ses coûts et de continuer à ce que notre système de soins se pérennise dans une vision mutualiste et solidaire. Et là-dessus, nos entreprises de biotechnologie sont évidemment à l'œuvre pour faire en sorte qu'on puisse améliorer cela. Donc ça, c'est le premier point. Le second point, c'est évidemment l'impact du climat et du dérèglement climatique sur la santé. Je pense que c'est inutile d'insister aujourd'hui sur l'impact des vagues de chaleur. Je pense que cette semaine est un bon exemple. Des vagues de froid, la pollution de l'air, la pollution de l'eau, la modification aussi des écosystèmes, des insectes, des rongeurs sur un certain nombre de pathologies qui émergent dans des zones dans lesquelles ces pathologies n'existaient pas. On pense à la dengue, on pense à la fièvre jaune, on pense au chikungunya, etc. Ces maladies qui apparaissent de façon endémique dans nos populations et sur lesquelles, en fait, là aussi, l'effort d'innovation est nécessaire. Donc évidemment, c'est dans un premier temps, on va dire, la solution immédiate, c'est de trouver tout moyen diagnostique, thérapeutique, préventif pour pouvoir contrer l'émergence de ces maladies liées au dérèglement du climat. Les cancers aussi, évidemment, il y en a un certain nombre qui sont liés à des considérations environnementales. Derrière, évidemment, à travers le fait aussi de relocaliser, le fait de limiter cet impact carbone de notre filière, des enjeux de notre industrie, devrait contribuer à terme aussi à réduire un petit peu les enjeux de dérèglement climatique. Donc voilà un petit peu pour nous. On mise évidemment, et je pense que la France a fait ce choix-là, et l'Île-de-France en particulier, puisque sur la masse critique des innovateurs en santé, c'est environ 40% sur la région Île-de-France par rapport au reste de la France. Donc vous voyez qu'il y a vraiment un effort local qui est entamé. La région aussi contribue beaucoup à travers ses appels à projets, à travers le soutien à l'environnement à la fois des structures académiques, le professeur Munich l'a rappelé, les enjeux justement de faire en sorte qu'il y ait des zones d'expertise qui favorisent les partenariats publics-privés pour aller beaucoup plus vite, pour offrir aux patients les solutions qui sont les plus adaptées aujourd'hui. Donc voilà. Merci Monsieur Mouton, merci de cette intervention, on peut le remercier collectivement. Je vais demander encore un tout petit peu de patience de vous, Monsieur Sikolela, parce que je sais que c'est vraiment votre métier. Et vous avez cette reconnaissance et on vous en remercie pour votre travail sur les questions d'environnement et santé. Mais j'ai envie de faire honneur aux femmes parce que vous avez notamment mentionné, Monsieur Mouton, les risques et les corrélations avec le cancer. Et Madame Lise Raoult dirige cette association que vous avez créée, Rose Up, qui représente des patientes femmes qui ont subi aussi ces cancers, si je ne m'abuse pas. Est-ce que vous pouvez prendre la parole et expliquer un petit peu votre démarche et aussi votre vision? Oui. Et après, je vous remercie, André, juste après vous. Donc, je suis la femme qui va faire le passage de monsieur à gauche à monsieur à droite. On a plein de temps, donc on va pouvoir être très global dans nos interventions. Non, mais avec plaisir, bien sûr. Surtout si c'est pour passer la parole à André après, c'est un vrai plaisir. Moi, comme vous le disiez, je suis une directrice d'association de patientes. Et donc, mon job en tant que directrice d'association de patientes, c'est de m'assurer que les patients et les patientes, parce qu'on défend aussi les droits des hommes, même si on est une association de femmes, aient accès au mieux à leurs médicaments. Il y a certaines associations qui sont extrêmement agressives autour de l'accès aux médicaments et du prix des médicaments. Alors, à Rose Up, entre l'éthique de responsabilité et l'éthique de conviction, il y a bien longtemps qu'on a choisi l'éthique de responsabilité, parce que l'idée, c'est de ne pas de passer à la télé, mais c'est de vraiment impacter en mieux la vie des patientes.
Alors je vais tout de suite, quand on parle de l'accès aux médicaments, en fait, on est toujours dans des postures idéologiques. D'ailleurs, c'est assez simple, quand vous invitez des gens à dîner un soir chez vous et lancez ce sujet sur l'accès ou le prix de médicaments, au bout de 5 minutes, tout le monde s'empoigne. Donc on est vraiment dans des postures statutaires de décision. Alors on aborde toujours ça sous des postures idéologiques et certaines associations ont fait du prix du médicament un totem. C'est un vrai totem. Alors, il n'y a pas de sujet plus démagogique. Et par ailleurs, c'est un sujet qui fait que les journalistes, je suis journaliste, donc je sais de quoi je parle, vous invitent sur les plateaux télé. Il y a quelques années, Médecins du Monde avait placardé partout sur les murs de France le cancer du sein, plus il est avancé, plus il est rentable. Alors, c'est faux. C'est extrêmement violent pour les patients et je trouve que c'est extrêmement violent aussi pour toutes les équipes qui recherchent de par le monde des médicaments pour ce cancer-là. Pas plus tard que lundi, j'entendais le président d'une grande association de patients dans le cancer qui dénonçait sur RTL le manque de molécules de cancérologie en disant qu'on était en rupture de stock de 40 molécules. Moi, dans les 10 minutes qui ont suivi, j'ai eu des gens qui allaient téléphoner à la rédaction, parce qu'on est une rédaction aussi, pour dire « mais est-ce que j'ai mon médicament? Est-ce qu'on va me donner mon dossier Taxel ?» J'ai dû prendre une par une en disant « non, en 10 ans, il y a eu une quarantaine de molécules de cancérologie qui ont été en tension. » C'est pour vous dire à quel point ce discours autour du médicament et du manque de médicaments est idéologique et à quel point on n'est absolument pas dans la rationalité. Alors je prends quelques notes, je m'excuse, mais depuis ma dernière chimiothérapie, j'ai vraiment une mémoire de poisson rouge. Mais je trouve que c'est pas très responsable parce que finalement, ça fait paniquer des malades de cancer qui sont déjà fragilisés par la crise du Covid et qui se retrouvent en plus à se demander si demain ils vont avoir leur chimiothérapie. Il faut dire quand même que le début de la pénurie de cancer, elle est concomitante avec l'arrivée des génériques en France. Qu'est-ce qui manque? Ce sont quand même assez rarement des traitements qui sont des traitements de pointe ou de l'innovation. Il manque, l'an dernier, on a eu des manques de 5FU, il y a eu des manques de Placitaxel, des manques de Docetaxel. Tout ça, ce sont des molécules qui sont génériquées. Je prends un exemple, le 5FU, je pense que c'est la chimiothérapie la plus prescrite en France. Elle a été tout l'an dernier en tension partout. Elle était en tension en France, elle n'était pas en tension en Allemagne. C'était magique. Vous traversiez la frontière, il y en avait autant qu'on voulait. Pourquoi? Parce que quand on a ce discours idéologique sur le prix du médicament, en disant urbi et orbi que le prix du médicament est exorbitant. Je m'arrête une seconde, je suis philosophe, donc juste, qu'est-ce que c'est qu'un prix exorbitant? Qu'est-ce qu'un prix juste? Un prix juste, c'est un prix d'usage, c'est pas un prix de revient. Quand j'achète ça coûte 50 € en prix de revient et je l'achète 500 € et je ne me plains pas contre Apple. Bon. Le prix d'usage, c'est un prix qui est le fait d'une négociation entre un acheteur et un vendeur. Les gens qui voudraient un prix juste aux médicaments, ils sont dans une espèce de vision magique où le prix serait inscrit dans l'ADN du produit. Mais l'économie, ce n'est pas de la métaphysique, c'est juste de l'économie. Ça veut dire qu'à un moment T, il y a une négociation entre un acheteur et un vendeur, et que de cette négociation sort le juste prix. C'est juste ça, le juste prix. Ce n'est pas métaphysique. Et dès lors que nous, on a en France un organisme comme le CEPS, le Comité économique des produits de santé, qui négocie, et qui négocie fort bien à la baisse le prix des médicaments, qui sont les médicaments, on va dire, génériqués, on se retrouve... Alors, on a l'impression que le prix des médicaments, il flambe. Ce n'est pas le cas. Cette année, 1,2 milliard de moins de prix de médicaments pour le budget de la sécurité sociale. Ça fait 10 ans que ça dure, ça fait 10 ans qu'il y a 1 milliard, 1,2 milliard. Ça veut dire qu'on paie de moins en moins cher les médicaments. Mais quels médicaments on paie de moins en moins cher? Ce sont bien évidemment les médicaments génériques. Donc on a tout un système de santé qui est organisé depuis 15 ans en rabotant le prix des médicaments et qui sont des médicaments, évidemment, qui sont en tension. La tension des médicaments, c'est multifactoriel. Ça peut être le manque d'une molécule, ça peut être un pays à forte densité, comme par exemple la Chine, qui d'un coup est très demandeur d'un vaccin. Ça peut être une usine, ça s'est vu, une usine qui a brûlé et il n'y avait qu'une usine qui fabriquait. Donc à un moment, l'ultime régulateur du marché du médicament, c'est le prix.
Quand je parle du 5FU, je finis parce que le 5FU, c'est une dizaine d'euros. Voilà, c'est une molécule qui coûte une dizaine d'euros. À partir du moment où le CEPS a décidé que le prix de cette molécule, c'était 8,50 €, je vous dis ça, c'est peut-être 10,20 €, hein, j'en sais rien, mais 8,50 €, on ne peut plus bouger. Si en Allemagne, ils en avaient besoin et qu'ils étaient à 8,50 € et qu'ils se sont dit finalement, il faut peut-être mettre 9 € sur la table pour avoir un traitement de cancérologie, on peut bouger. Donc ça montre à quel point tout cet enjeu d'accès aux molécules pour les patients, elle est directement liée à notre absence de souplesse. Et notre absence de souplesse, une fois de plus, elle est liée absolument à notre sentiment qu'il y a un juste prix, ce qui, je vous le dis philosophiquement, est absurde. Alors aujourd'hui, en entrant, moi j'ai beaucoup ri pendant la crise du Covid, alors j'ai pas toujours ri, mais il m'est arrivé de rire quand même, on a commencé à entendre les mots nationalisation. Ça fait 10 ans qu'on entend les mêmes, hein. Alors chaque année, ils se lèvent pour dire nationalisation, ils se lèvent un peu moins vite parce que chaque année ils vieillissent un peu, mais on entend nationalisation. Donc, on va demander à l'État de produire du médicament. Mais comme la licence d'office, je crois que ça a marché, M. Dulem va peut-être me dire, mais une ou deux fois dans l'histoire de l'économie, ça veut dire que non seulement on va produire la chaîne de médicaments, je ne vois pas pourquoi l'État serait plus doué que les entreprises de médicaments privées pour récupérer des matières premières, mais bon, passons, disons que ça va être le cas. Donc l'État va produire du médicament, mais va produire aussi de la recherche, parce que le médicament, in fine, c'est la fin de tout un processus de recherche. Donc nous allons demander aux citoyens français, allemands et belges de payer pendant des dizaines d'années des centaines d'équipes de chercheurs qui vont développer des molécules qui peut-être n'aboutiront sur rien, parce qu'aujourd'hui c'est un risque qui est porté par les industries du médicament. Donc on va dire à nos électeurs, les politiques vont dire à leurs électeurs, les enfants, on va augmenter vos impôts de manière substantielle pour qu'on puisse peut-être trouver un médicament. Moi, je pense que ça ne va pas se passer comme ça. Et par ailleurs, un dernier détail qui n'en est pas un, quand l'État se mêle de produire du médicament, ça a rarement donné des trucs extraordinaires. L'affaire des hormones de croissance et du sang contaminé, c'était l'État, c'était pas un laboratoire privé. L'État s'affranchit quand même très facilement des règles qui sont extrêmement rigoureuses, et heureusement qu'elles sont rigoureuses, c'est notre santé à tous, mais l'État s'affranchit extrêmement vite des règles rigoureuses. Ensuite, un autre grand mot, il y a eu des grands mots pendant le Covid, dans la vie d'après, il y avait la relocalisation. Alors on nous a parlé de relocaliser les industries du médicament prioritaires, les industries prioritaires en général. Bon, alors on va faire du paracétamol, c'est très bien le paracétamol, mais juste l'industrie prioritaire à un moment T, pendant une crise, il est évident que ça ne sera pas l'industrie prioritaire à un moment T1 dans une autre crise. La crise de demain, ça ne sera pas la crise de Joly. Quand, au début de la crise du Covid, les gens se sont précipités pour aller acheter des pâtes et du papier toilette, est-ce qu'on a besoin de faire une entreprise nationale prioritaire de production du papier toilette ? À un moment, la crise, il faut juste être conscient que les crises, ce sera une autre. Je pense que le seul moyen de mieux gérer ces crises du médicament et les autres qui vont suivre, c'est tout simplement d'être plus souple et moins idéologique dans notre vision, parce que l'idéologie empêche la souplesse, et in fine, c'est le patient qui va payer l'absence de telle ou telle molécule. J'étais longue, excusez-moi. Non, on peut la remercier. Merci Céline Lisraou de cette intervention. Ça nous a permis aussi de prendre du recul sur le prix, le rôle de l'État, comment est-ce qu'on s'organise justement en période de crise. Il y a une crise qui est en cours depuis longtemps, c'est la crise sanitaire liée à la pollution. Nous sommes en présence d'André Cicolella, qui est toxicologue, chercheur, chimiste, qui va nous éclaircir un petit peu là où on en est sur cette recherche et sur nos connaissances en la matière. Merci André Cicolella d'être avec nous. Oui, merci. Je vais donner effectivement un autre éclairage sur la santé, parce que spontanément, quand on pense santé, on va penser système de soins, médicaments. C'est la vision que l'on a. Je ne dis pas qu'il n'est pas important, bien évidemment, mais la crise du Covid nous amène à penser les choses différemment. On voit bien effectivement que si on raisonne uniquement en termes de système de soins, c'est effectivement l'hôpital. Il faut repenser la place de l'hôpital. En termes de médicaments, il faut attendre effectivement qu'on produise des vaccins et des médicaments. Et qu'est-ce qu'on fait en attendant ? Donc la leçon qu'on peut tirer de cette crise du Covid, c'est aussi de regarder qui ont été et qui sont les victimes. Et ces victimes, ce sont principalement, quand on regarde les décès, ce sont les malades chroniques.
Donc ce virus a pu se constituer effectivement, mais il a pu aussi voyager très rapidement compte tenu effectivement de la mondialisation, des échanges notamment et de la circulation des personnes, mais il a pu principalement être virulent parce qu'il a eu un terreau favorable qui est celui de l'épidémie mondiale de maladies chroniques. Quand j'emploie le mot épidémie mondiale de maladies chroniques, je reprends l'expression de l'OMS. C'est la première fois que le mot est utilisé, c'est en 2006 par l'OMS Europe, dans une déclaration qui dit si on n'attaque pas ce problème, on aura effectivement, ça va mettre en péril même l'avenir même de systèmes d'assurance maladie et de santé. On y est. Deuxième déclaration de l'OMS, mais qui est soumise à l'Assemblée générale de l'ONU en septembre 2011, puis après en septembre 2018. On parle d'épidémie mondiale de maladies chroniques, à ce moment-là les termes sont utilisés, et même en 2018, on reprend les objectifs du millénaire, diminution de 30% de la mortalité prématurée par maladie chronique d'ici 2030, et autre enjeu, arrêt de la progression de l'obésité et du diabète d'ici 2030. Moi, quand je regarde la stratégie nationale de santé, je ne trouve pas la référence à cet engagement. C'est quand même... Or, les principales victimes du Covid, ce sont justement les obèses et les diabétiques. Donc, alors évidemment, on n'a pas arrêté une épidémie comme celle-là, et les traitements, on a vu effectivement les échecs pour l'obésité. Il n'y a pas de médicaments anti-obésité, il y a eu des essais assez malheureux. Ce n'est pas la chirurgie bariatrique qui va arrêter l'épidémie d'obésité. L'obésité à elle-même synthétise la nécessité d'avoir une vision globale, et notamment des causes environnementales, en définissant les causes environnementales de façon large. On voit bien que ce n'est pas purement individuel. On renvoie actuellement la responsabilité de l'obésité aux obèses. Il y a toujours une responsabilité individuelle, évidemment, mais ça n'est pas le seul vecteur sur lequel on peut agir. On voit bien que l'obésité, la progression phénoménale, non seulement en France, mais dans le monde. En France, on sait ça a triplé en 30 ans, peut-être triplé ou quadruplé d'ailleurs. On ne sait pas exactement quel est le pourcentage d'obèses. L'OMS nous dit 23%, Santé publique France nous dit 16%. Ce serait quand même intéressant de connaître plus précisément les choses. La progression de cette obésité, la progression du diabète suit effectivement la même courbe. On est aujourd'hui, quand on regarde la progression effectivement entre 2003 et 2017, on a doublé en 14 ans. En 14 ans. On a les projections de la Caisse nationale d'assurance maladie sur 2023. On dit que ça va continuer, évidemment, avec un taux de 2,5% par an. Alors, pour l'ensemble des maladies chroniques. Et moi, je fais un petit calcul simple, à partir des données de la Caisse nationale, sur 10 ans, on aura dépensé 120 milliards d'euros en plus. Donc, oui, pour des maladies chroniques que l'on soigne, mais qu'on ne guérit pas, généralement. C'est ça l'enjeu. Donc, il faut changer la logique, il faut effectivement avoir une politique de santé qui repose sur deux piliers. Le pilier du soin, bien sûr, et un pilier de santé environnementale. Et la santé environnementale, c'est évidemment beaucoup plus large. Pour revenir sur l'obésité, par exemple, il faut agir sur l'alimentation. On sait aujourd'hui qu'une des causes majeures, c'est l'alimentation ultra transformée. Ce modèle sur lequel s'est construit l'industrie agroalimentaire dans l'après-guerre doit être repensé. Ça veut dire qu'évidemment, l'industrie agroalimentaire ne peut pas continuer. C'est une industrie pathogène. C'est une industrie pathogène. Elle ne peut pas continuer sur ce modèle, donc il faut qu'elle se réinvente. Donc on a effectivement notamment l'enquête Nutrinet qui depuis une dizaine d'années fournit les données françaises sur le sujet. On voit bien notamment le lien alimentation ultra transformée, obésité principalement, et aussi cancer. Est-ce que je peux vous poser une question là-dessus? Parce qu'on sort d'un débat sur l'alimentation et la qualité alimentaire, et monsieur le PDG de Bonduelle expliquait que ces produits n'étaient pas si transformés que ça. Donc peut-être, est-ce qu'on peut parler de... Alors il n'est pas là pour ensuite échanger avec vous, donc c'est pas juste, mais est-ce que vous pouvez peut-être pointer de ce qu'il y a justement dans des produits, pas nécessairement Bonduelle, juste des produits qui sont... Le concept d'alimentation ultra transformée est né il y a une dizaine d'années, donc c'est assez récent. Principalement se repose sur ce qu'on appelle le craquage, ou le cracking, si on garde le terme anglais, qui reconstitue des aliments et qui sont promus par une capacité extraordinaire de l'industrie publicitaire à vendre en fait du rêve à partir de ces aliments. Et là aujourd'hui, d'ailleurs, nous avons suivi nos amis de l'UFC Que Choisir qui ont analysé les publicités infantiles et qui disent mais la majorité des publicités infantiles aujourd'hui à la télévision, ce sont des aliments qui sont classés par Nutri-Score en D et en E. Donc quand on parle d'obésité, vous voyez, l'obésité des malades du Covid, mais l'obésité c'est une maladie infantile.
Et les obèses infantiles vont être, pour l'essentiel, les obèses de demain. Donc, quand on regarde le niveau des générations, la génération qui était née entre 1918 et 1924 a atteint le taux d'obésité de 10% lorsqu'elle a eu 76 ans. Mais la génération née entre 1980 et 1984 a atteint ce taux lorsqu'elle a eu 26 ans. Et on voit bien que c'est un phénomène, c'est quand même un paquebot, hein, on ne va pas arrêter spontanément. C'est un phénomène. Et donc, quand on analyse effectivement ce problème des victimes du Covid comme étant un problème lié à l'âge, c'est une erreur d'interprétation grossière. Évidemment, le nombre de maladies chroniques va progresser avec l'âge, mais quand on regarde les chiffres de l'assurance maladie, entre 2003 et 2017, puisque c'est les chiffres que nous fournit l'assurance maladie, maladie cardiovasculaire, diabète, ça a progressé dans la tranche 60-74 ans, certes, de 180%. Par contre, la population elle-même a progressé de 34%. Donc voilà, on voit bien effectivement que ce n'est pas une question d'âge. Bien sûr, c'est une question d'âge, mais il y a une progression intrinsèque extrêmement rapide de ces maladies chroniques, et notamment des comorbidités. L'étude italienne la plus précise sur le sujet nous dit que 98% des causes de décès sont liées aux comorbidités, dont 50% des personnes qui ont 3. On peut avoir un cancer et puis faire une maladie cardiovasculaire, faire un diabète. Ce n'est pas forcément lié d'ailleurs. Hein, voilà. Et donc, ça n'est pas une fatalité. Ça n'est pas une fatalité parce qu'on a compris les causes environnementales. Donc, l'alimentation ultra transformée incontestablement, la dimension sédentarité, tout le jeu de la mobilité. Mais la sédentarité, c'est aussi le temps passé devant les écrans. Et on a une alerte effectivement de plus importante sur cet enjeu. Et là, c'est la jeunesse qui prend ces habitudes. Le troisième volet, qui est encore très sous-estimé, c'est l'importance de la contamination chimique. La notion de substance chimique obésogène a été créée en 2006. C'est relativement récent, mais enfin, on a suffisamment de recul. Des substances obésogènes, diabétogènes, qui sont en fait des perturbateurs endocriniens. Là, les perturbateurs endocriniens, c'est un peu plus ancien, c'est 1991. On a encore plus de recul. On sait que l'exposition pendant la grossesse induit de l'obésité chez les enfants, chez les adultes, à partir de cette exposition pendant la grossesse. Et on sait par expérimentation animale, parce qu'on n'a pas évidemment le recul aujourd'hui sur les générations de population humaine, mais c'est tout à fait extrapolable, on sait que cet effet est transgénérationnel, sur 3 générations. Le PCB, les phtalates, qui sont des substances qui sont nées dans les années 20 et qui restent encore d'ailleurs, les PCB, c'est le polluant industriel en fait, la pollution des sols principalement, ce sont les PCB, induisent effectivement chez les arrière-petits-enfants de l'obésité qui est consécutive à l'exposition de l'arrière-grand-mère. C'est un bouleversement des connaissances scientifiques dont il faut tirer les conséquences. Ça veut dire qu'effectivement, quand on met sur le marché des substances comme les PCB, aujourd'hui les phtalates c'est encore plus caricatural parce que les phtalates, ce sont des substances qu'on élimine tous les jours. Nous lançons une campagne zéro phthalate et j'en profite effectivement pour aussi faire le lien avec le fait que la région Île-de-France a été la première région à signer la charte Villes et territoires sans perturbateurs endocriniens, que nous avons lancée effectivement il y a maintenant 2 ans, et il faut en tirer les conséquences. Ce n'est pas un gadget, éliminer les perturbateurs endocriniens. Éliminer les phtalates qui sont liés au plastique, ce sont les plastifiants en fait. Les plastifiants, on les trouve partout. On a une contamination des femmes enceintes de 100%. 100%. Mais ce que nous dit Santé publique France, c'est que les femmes sont plus contaminées que les hommes, que les enfants sont 2 fois plus contaminés que les adultes. Et on a des causes qui sont identifiées. Même Santé publique France en est aperçue. Les sols en PVC. Les sols en PVC, qu'est-ce que c'est? C'est du PVC, mais c'est 20 à 40% de phtalates. 20 à 40% de phtalates. On a une grande étude suédoise, 3200 enfants suivis pendant 10 ans, qui nous dit qu'il y a un lien il y a 2 fois plus d'asthme, finalement, lorsque vous avez un sol en PVC dans la chambre des parents, s'il n'y a pas un sol en PVC dans la chambre. Vous voyez, voilà un facteur assez facile à identifier, assez facile à éliminer, et vous avez un gain de santé considérable, vous diminuez d'un facteur 2 l'asthme. Mais vous avez les mêmes études qui vous disent, même effet sur l'obésité, là c'est un facteur 3, même effet sur l'hyperactivité de l'enfant, autre problème en augmentation, les troubles cognitifs, la puberté précoce, le MIH, je ne sais pas si vous connaissez le MIH, 16 à 19% des enfants de 5 à 9 ans, c'est un défaut de formation de l'émail des dents qui induit effectivement des caries. On a une remontée effectivement de cet enjeu qui est un enjeu qui annonce finalement d'autres problèmes de santé infantile. Vous voyez, on a donc les outils aujourd'hui pour agir, c'est pas très compliqué.
C'est pas très compliqué d'éliminer les HP dans les sols en PVC, par exemple. C'est pas très compliqué d'éliminer les phtalates dans les cosmétiques. J'étais intervenu à France Inter il y a 2 ans, j'avais mis en cause Chanel parce que j'avais une étude saoudienne qui disait dans le Chanel numéro 5, il y a des phtalates. Et là, une journaliste a refait l'étude il y a 2-3 mois. Je lui avais donné ce vérifier si Chanel a changé. Et Chanel a changé. Donc je rassure les utilisatrices de Chanel numéro 5, il n'y a plus de phtalates dans les Chanel numéro 5. On voit la réactivité aussi d'une grande entreprise. Intéressant. Ceci étant, vous voyez bien qu'on peut faire des parfums sans phtalates. Je veux dire, il n'y a pas une obligation. D'ailleurs, je ne sais pas si ça a changé la qualité du Chanel numéro 5. C'est une facilité industrielle qui n'a aucun sens. Voilà. Alors je ne dis pas que tout c'est simple. Retirer les PCB des sols, c'est plus compliqué. Mais retirer les phtalates des PVC, retirer les phtalates des cosmétiques, ça n'est pas très compliqué. Il faut un minimum de volonté politique et la campagne Ville et Territoire sans perturbateurs endocriniens nous donne cette possibilité à la fois de sensibiliser l'ensemble de la population, parce que c'est très important ce changement de paradigme scientifique, c'est l'exposition pendant la grossesse, même de courte durée. C'est ça qui est extraordinaire. Et on sait précisément pourquoi. C'est l'expression des gènes qui est perturbée. C'est l'épigénome. Donc on a des connaissances scientifiques solides sur le sujet, il faut les traduire aujourd'hui en politique publique. Et la crise du Covid nous donne cette opportunité finalement de repenser notre politique de santé qui a été basée les 50 dernières années. On a développé un système biomédical. Alors il y a eu des succès considérables, je veux dire, mais les maladies chroniques, voilà, je l'évoquais, ce sont des maladies qu'on soigne mais qu'on ne guérit pas pour l'essentiel. Donc c'est ça le grand enjeu aujourd'hui. Il faut profiter, entre guillemets, bien sûr, de cette crise pour repenser, refonder notre politique de santé autour de cet enjeu. Et le lien avec la crise climatique se fait immédiatement. Ça a été évoqué. C'est évidemment le problème des zoonoses. Quand on voit le moustique tigre qui commence à se développer effectivement dans le sud de la France, les zoonoses se répandent un peu sur la planète. Alors il y en a quelques-unes qui peuvent déraper comme celle qu'on connaît. Et puis c'est aussi d'autres aspects. La ville, évidemment, la ville minérale est très, très liée effectivement à l'enjeu climatique, mais cette ville minérale, elle génère les maladies métaboliques. On a toutes les données. La densité d'espace vert est liée au taux de maladies métaboliques, au taux de diabète. On peut contrer effectivement l'épidémie de diabète et d'obésité en verdissant nos villes. Et donc, c'est un argument supplémentaire pour lutter contre le réchauffement climatique. Très souvent, moi j'entends notamment les ONG mobilisées sur le climat dire mais les gens sont plus préoccupés par leur petite santé. D'ailleurs, quand on parle de santé, on dit leur petite santé. Je dis c'est tout à fait légitime. C'est leur santé, la santé de leurs proches. C'est évidemment ce qui les intéresse. Mais on peut, à partir de cet intérêt, leur faire comprendre le lien avec le réchauffement climatique qui va accélérer cet enjeu. Je crois que là, il y a vraiment un enjeu, une opportunité extraordinaire pour agir, mais je ne doute pas que la région Île-de-France, qui a commencé, va continuer dans ce domaine. Voilà. Merci. Merci, Monsieur Sicoler, on peut le remercier.